le marché du jeu vidéo rétro, il est saturé par l'émulation logicielle. Il y a des dizaines de consoles low cost qui proposent des puces ARM pour faire de l'émulation, et pourtant il y a une firme dans tout ça qui a sorti son épingle du jeu qui s'appelle Analog, et ils ont sorti l'Analog Pocket, qui est en fait une espèce de Game Boy mais quand même un petit peu mieux. C'est une approche différente qui est haut de gamme et sans compromis. Alors, je l'ai acheté non pas pour dire que c'est la meilleure console rétro gaming, mais parce qu'elle propose quelque chose de différent, pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est un produit premium et pourquoi il se distingue des autres. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de jeux vidéo et de voitures électriques, et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi j'ai acheté l'Analog Pocket alors que j'avais une multitude de choix différents. Le cœur de la proposition de l'Analog Pocket, c'est dans son architecture. Là où toutes les autres propositions sont souvent basées sur Android ou Linux et elles sont là pour simuler le code logiciel des consoles qu'elles reproduisent, et en général ça produit des imperfections cycliques ou alors même de l'input lag, et sans rentrer dans les détails, mais l'Analog Pocket elle utilise deux puces différentes pour pouvoir recréer physiquement ce qu'il y a dans la console qu'elle émule. Ce qui fait qu'elle est totalement différente des autres, c'est qu'elle utilise le FPGA. On le voit, c'est marqué dessus, et FPGA ça veut dire Field Programmable Gate Array. Et en gros, ça n'émule pas un logiciel, ça recrée physiquement ce qu'il y avait dans nos anciennes consoles. Et ça se passe au niveau des transistors du matériel d'origine. Qu'il s'agisse du processeur de la Game Boy, de la Game Gear ou de la Master System, la puce se reconfigure pour devenir le hardware d'époque. Pour l'utilisateur, ça se traduit par une fidélité absolue, aucun décalage audio, une réactivité des commandes instantanée et une compatibilité native avec les cartouches physiques d'origine, sans aucune modification du signal. Mais avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, on va s'occuper du design de l'Analog Pocket, et ce qui fait que moi je l'adore par rapport aux autres, c'est qu'elle va à l'essentiel, elle va droit au but, et elle le fait bien. Elle est assez lourde en main, on a des matériaux plastiques qui sont assez denses, donc c'est assez agréable. Alors au niveau de la configuration, ça ressemble beaucoup à une Game Boy, alors on va parler un petit peu plus tard de l'écran, mais au niveau des boutons, on se retrouve avec 4 boutons programmables sur le côté droit. Étant donné que je l'utilise principalement pour de la Game Boy, j'utilise surtout A et B, mais je peux aussi l'utiliser en mode Super Nintendo, et ici il n'y a pas de joystick mais une croix directionnelle. En bas sur la console, on peut voir qu'il y a l'inscription FPGA, on a le bouton Select, le bouton Analog et le bouton Start. En dessous, on a une prise audio jack, on a de l'USB-C et on a même ce petit connecteur là qui vous rappellera quelque chose si vous avez vraiment utilisé une Game Boy. Sur les deux côtés, on a les haut-parleurs, on a aussi une entrée ici pour la carte SD, on a les boutons volume haut et volume bas et on a aussi le bouton pour allumer la console qui n'est pas noir mais qui est vert, et moi je trouve ça plutôt cool, ça rajoute une touche de couleur. Et enfin derrière, on a une gâchette à droite et une gâchette à gauche. Et si on s'attarde encore un petit peu plus derrière, on voit que c'est pas plein et on voit qu'il y a une entrée pour les cartouches. Mais quand je dis une entrée, c'est une véritable entrée cartouche. Comprenez que dans cet Analogue Pocket, on peut mettre ça, mais on peut aussi mettre ça. J'ai pu ressortir mes anciennes cartouches, donc moi j'ai Zelda Link Awakening DX que j'avais sur Game Boy, et j'avoue que pour le coup celui-là j'ai été l'acheter, et c'est Mario Kart Super Circuit, et lorsqu'on le met à l'intérieur de la console, on a ce fameux clic qu'on avait comme sur la Game Boy d'avant, mais la grande différence qu'on aura, c'est sur la qualité d'écran. Parce qu'un hardware aussi précis et aussi premium ne serait rien sans un écran de qualité. Et Analog a équipé la Pocket d'un écran LCD de 3,5 pouces d'une résolution de 1600 par 1440 pixels. Pour un écran de cette taille, ça représente une densité de 615 pixels par pouce, soit une précision supérieure à la majorité des smartphones haut de gamme actuels. Cette résolution exacte, qui est un multiple parfait de 10 fois la résolution originale de la Game Boy, qui était de 160 x 144, permet un scaling, c'est-à-dire une mise à l'échelle d'une netteté franchement absolue
absolu, sans aucun artefact de scintillement ou de déformation. En plus, la puissance du FPGA permet d'appliquer des filtres matériels qui recréent les caractéristiques physiques des écrans de l'époque, comme la matrice de sous-pixels, la persistance lumineuse, et ça offre vraiment un rendu réaliste, technique, vraiment saisissant. Alors, c'était il y a très longtemps que j'avais utilisé ma Game Boy, voire ma Game Boy Color ou ma GBA, et je dois dire que je l'ai plus, donc je peux pas faire une comparaison des deux écrans, mais franchement, lorsque je vois en magasin ou dans les caches certaines consoles allumées, je vois la différence avec l'Analog Pocket, ça n'a absolument rien à voir. En fait, l'Analog Pocket, c'est vraiment la Game Boy de 2026, c'est vraiment la Game Boy du 21e siècle, qui, si elle était sortie à l'époque, c'est-à-dire des années 90, aurait totalement rendu les gens fous. Sur le plan de la fabrication, l'approche premium se ressent surtout dans le choix des matériaux. Le plastique mat utilisé possède une densité et une texture qui rappellent les instruments de mesure professionnels plutôt qu'un jouet. Les boutons ont une course assez courte et une réponse tactile assez ferme. Ça évite l'effet un peu mou sur certaines productions low cost. On a aussi une sacrée ergonomie logicielle parce que l'analogue embarque Pocket OS. C'est une interface épurée qui est centrée sur l'accès direct au hardware. Au-delà du jeu, la console elle intègre aussi un petit outil de création comme Nanoloop qui transforme la Pocket en une petite station de travail audio numérique. C'est franchement un gimmick, j'ai pas acheté mon Analog Pocket pour faire de la musique avec, mais je trouve que la proposition est sympa. Par rapport à l'émulation, je dois vraiment dire quelque chose qui est important, c'est que comme je le disais au début de la vidéo, l'Analog Pocket n'est pas une machine d'émulation. C'est une machine qui utilise le FPGA. Donc comme je vous le disais au début, on peut utiliser ses vraies cartouches. Donc on peut utiliser ses cartouches de Game Boy, ses cartouches de Game Boy Color, ses cartouches de Game Boy Advance. Alors il faut savoir que sur le site, on peut aussi acheter un adaptateur qui permet de jouer en natif, c'est-à-dire avec les cartouches, à des jeux Game Gear, Neo Geo Pocket, Atari Lynx. Mais étant donné que c'est une console qui a un form factor absolument parfait et qu'on n'a vraiment pas seulement envie de jouer à la Game Boy dessus, effectivement on peut faire tourner d'autres jeux avec des ROM. Alors je vais pas vous expliquer comment on fait sur cette vidéo, j'imagine que vous savez déjà comment on fait, mais pour pouvoir y jouer on va pas se reposer sur le FPGA, mais on va se reposer sur l'Open FPGA. Et en fait l'Open FPGA ça permet d'installer différents corps, notamment le corps de la Super Nintendo, directement à l'intérieur sur la micro SD de l'Analog Pocket. Ça veut dire qu'ensuite on peut utiliser des ROM, des jeux qu'on a déjà en physique, qu'on peut aussi trouver sur internet, qu'on peut installer dans l'Analog Pocket et on peut jouer à des jeux Super Nintendo si on veut. Et moi j'ai aussi utilisé OpenFPGA mais pour utiliser des corps de Game Boy Advance pour les cartouches que je n'avais pas. Ça me permet de jouer à Kingdom Hearts ou alors à Final Fantasy Tactics directement dans mon Analog Pocket sans avoir la cartouche. Donc en gros si vous posez la question, ce n'est pas une machine d'émulation, c'est pas fait pour, mais on peut quand même l'utiliser en tant que tel. Je voulais aussi vous montrer un truc, là j'utilise Zelda DX en version cartouche, mais étant donné qu'il y a Pocket OS à l'intérieur, eh ben je peux utiliser une fonction de Pocket OS, et je peux par exemple utiliser les memories. Et en fait les memories, c'est les save state, ou alors les screenshots que j'ai pris, mais en fait les save state, ça veut dire que si je lance ça, je peux lancer automatiquement une sauvegarde sur laquelle j'avais sauvegardé juste avant. Donc comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser le système de sauvegarde classique de la console. Je lance une save state, par exemple pour sauvegarder, il faut faire analog plus O, ça sauvegarde ici. Donc en gros, après je vais pouvoir le retrouver dans les save states et je vais pouvoir relancer à partir de là. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre, il y a une réalité que je dois vous dire, c'est que pour acquérir ce niveau d'ingénierie logicielle et matérielle, ça s'accompagne d'une réalité économique assez complexe. Et ça m'emmène à vous parler du prix. Parce qu'en fait, lorsque j'ai acheté mon Analog Pocket, déjà pour le trouver en stock, c'est pas simple. Alors en ce moment, il y a du stock, mais il y a eu une longue période où elle n'était pas en stock. J'ai profité d'un drop, je m'étais inscrit sur la mailing list et lorsque le drop est tombé, j'ai commandé direct. Le truc c'est qu'elle coûte 239 $ en ce moment. Donc 239 $, ça fait environ 209 €. À cela, il faut rajouter les frais de port. Je crois que j'ai payé 40 $ de frais de port, ce qui fait que ça nous emmène la console à environ 280 $. J'ai dû attendre près de 3 mois pour recevoir mon Analog Pocket et j'ai eu la surprise, étant donné que c'était livré par UPS. J'ai dû payer aussi des frais UPS et là j'ai beaucoup moins rigolé parce que les frais étaient de 69 €. Donc finalement mon Analog Pocket m'a coûté 310 à 320 € et en plus j'ai dû attendre 2 à 3 mois. Alors honnêtement, si c'était à refaire, je le referais absolument pas. Le seul problème c'est qu'il y a tellement de gens qui les vendent sur le bon coin à des prix exorbitants que je me suis quand même rabattu sur le site officiel. Donc en gros, acheter une Analog Pocket, c'est bien, mais il faut compter 40% à 50% en plus du prix, et c'est déjà pas donné. Donc forcément, ça coûte plus cher, alors qu'est-ce qui ferait que vous mettriez beaucoup plus cher sur une Analog Pocket, plutôt qu'une solution beaucoup plus simple, moins coûteuse? Il y a énormément de constructeurs qui proposent ça, alors ce sera pas FPGA, mais il y en a qui commencent à le faire, ce sera de l'émulation simple, mais après tout, l'expérience sera quasiment pareille.
sans compter l'input lag et peut-être quelques problèmes techniques. L'Analog Pocket, c'est pas forcément un produit grand public pour moi et ça ne cherche pas à l'être. En fait, elle se positionne comme un outil de préservation et de célébration du patrimoine vidéoludique. Sa conception est basée donc sur le double FPGA, comme j'expliquais, et la perfection mathématique de son écran, la qualité de construction, et ça fait un objet technologique premium hautement spécialisé. Alors oui, il y a des barrières à l'entrée, qu'il s'agisse de la disponibilité des stocks ou des taxes d'importation importantes, mais c'est le prix à payer pour accéder à une expérience matérielle franchement sans équivalent sur le marché de la portabilité. Pour les puristes, pour les professionnels du secteur, l'investissement se justifie par la rigueur technique de l'objet, et c'est sûr que quand on l'a en main et qu'on compare avec les autres machines qui font de l'émulation, je vous assure que ça n'a rien à voir. Et ça fait plaisir de pouvoir revisiter ou visiter pour la première fois des jeux qu'on n'a pas fait. J'en ai pas parlé, mais la batterie tient quand même assez bien. Alors on va pas dire que ça tient 2 jours, mais j'ai joué quand même 2 après-midi sans avoir à la recharger, donc je trouve ça plutôt correct. Et puis ça dépend aussi du jeu. Alors encore une fois, oui, il y en a plein des solutions d'émulation, mais il n'y en a qu'une, Analogue Pocket. Que ce soit en noir ou en blanc, pour moi, c'est une super machine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je ferai le maximum pour y répondre. Et moi, je vais retourner jouer à Mario Kart Super Circuit. C'était Monsieur Pixel, et je vous dis à la prochaine. Peace.